Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite du classement des jeux de civilisation en jeu de plateau. On avait commencé sur la première vidéo par Civilisation une aube nouvelle, parce que moi je considère que déjà c'est un des plus récents, même si il a maintenant déjà 6 ans. Un des plus modernes, ça c'est évident, et en fait il fait partie de la référence, en tout cas des jeux qui sont tout en haut du classement. Donc je m'étais dit, allez, on commence par celui-là, et puis on va comparer tous les autres par rapport à celui-là, et on va voir un peu ce que ça donne et où il va être finalement à la fin. Est-ce qu'il sera toujours en haut ou est-ce qu'il va peut-être régresser un petit peu. J'avais prévu de faire les jeux de manière un peu aléatoire, et puis finalement je me suis dit, mais pourquoi pas tout simplement aller sur le deuxième jeu, Sid Meier's, qui est le grand frère, hein, de Une Aube Nouvelle, puisque celui-ci est sorti en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Donc c'est la génération antérieure. Et je me suis dit, bah, ça va être marrant de les comparer directement, frontalement. Et après, on prendra d'autres jeux. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les deux font partie de Sid Meier's, donc c'est la même licence. C'est pas les mêmes développeurs, mais en tout cas, il y a du Firaxis derrière. D'ailleurs, ils sont carrément notés sur la boîte. Donc ils ont probablement eu un je sais pas, peut-être un regard sur le jeu et peut-être leur mot à dire. Je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, voilà. Donc je me suis dit, on compare direct. Donc on va prendre aujourd'hui Civilization, le jeu de plateau, avec ces deux extensions pour avoir l'expérience la plus complète possible. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais réduire ça. Hop, je vais le monter ici. Voilà. Et puis, je vous retrouve sur la table de jeu. On va parler du jeu, on va essayer de le comparer un petit peu avec son petit frère. Euh, on va, oui, le décortiquer, mais sans rentrer trop dans le détail des règles. Et puis après, je vous retrouve ici, puis on va finalement le classer. Donc on se retrouve sur la table de jeu avec le jeu déjà mis en place pour deux joueurs. Pourquoi je prends deux joueurs? Parce que tout simplement c'est plus rapide et plus simple et ça prend moins de place. Et ça suffit en fait pour illustrer ce que je veux raconter sur le jeu. Donc la mise en place de ce jeu, elle est... Alors on peut pas dire qu'elle soit longue, c'est pas vrai. Mais par contre, pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit relativement rapide, il faut déjà préparer un peu à l'avance, ou alors il faut déjà avoir, par exemple, comme j'ai dans ma boîte en fait, j'ai des compartiments qui permettent de séparer tous les jetons, parce qu'en fait il y a plein de petits jetons, vous voyez, entre les jetons les pièces, les jetons de culture, les merveilles, les ressources, etc. Il y a plein de petits jetons, donc si vous mettez tout ça dans des sachets plastiques, alors si vous les mélangez, c'est une catastrophe. Si vous les séparez et que vous les mettez dans des sachets plastiques, c'est quand même plus rapide, mais c'est quand même chiant parce qu'il faut ouvrir, verser dans des coupelles, etc. Par contre, si vous trouvez un moyen pour les séparer comme ça et ne pas y toucher, en fait, toute cette mise en place déjà est zappée, donc ça fait gagner énormément de temps. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre en place? C'est le terrain de jeu. Donc le terrain de jeu, c'est hyper rapide, hein. Vous voyez là, pour deux joueurs, il y a 8 tuiles, tout simplement, donc ça va hyper vite. La partie matériel de joueur, c'est très rapide aussi, parce que si je vous montre ici, ça c'est vraiment... Donc là, il y a ma petite fiche joueur, on va y revenir tout à l'heure. Et puis la mise en place, en fait, il n'y a rien. Vous voyez, il y a trois unités de combat, il y a une doctrine à choisir, il y a les quatre axes d'investissement. Et puis il y a la technologie de départ. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'était pour l'autre joueur. Il y a la technologie de départ de notre civilisation. Et c'est tout. Après, vous avez ici juste votre petit matériel qui va vous servir pour plus tard, et puis vos cartes technologiques. Voilà, donc la mise en place joueur, en fait, il n'y a rien, il suffit de tout regrouper dans une même boîte. Donc moi, c'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais dans la plupart de mes jeux, c'est le plus simple. C'est qu'en fait, je regroupe toujours le matériel joueur dans une boîte.
à la couleur du joueur de façon générale. Donc là c'est le joueur violet, en fait il y a tout son matériel dedans. Il prend sa boîte, il a déjà tout, et il a qu'à juste placer ça devant lui. Donc ça c'est rapide aussi. Du coup le seul truc qui va demander un peu plus de temps, c'est le plateau, alors ils appellent ça je crois le plateau marché, alors sur lequel en fait on va avoir à la fois les merveilles disponibles à la construction, les bâtiments disponibles à la construction, les unités militaires, et puis la piste ici de culture. Voilà, donc en fait il va falloir juste préparer le paquet merveilles. Bon, ça c'est facile, hein, on prend 4 merveilles de chaque aire et on les dispose ici. Bon, ça c'est facile. Les unités, on les sépare par type, parce qu'on a des unités d'infanterie, d'artillerie, des unités montées et l'aviation. Donc on les sépare juste par type, on les mélange et on les place. Et puis les bâtiments, c'est pareil, il faut juste les séparer par type et puis faire des piles et les placer sur leur case. Voilà, après vous avez les cartes événements culture ici, donc elles sont séparées en trois aires aussi, très simple. Et puis voilà, la mise en place est terminée. Donc vous voyez, c'est pas une mise en place longue, parce que, encore une fois, on est dans un jeu qui est quand même relativement complexe, et il n'y a pas non plus énormément de matériel. Par exemple, voilà, si je fais une vue un peu éloignée, donc là j'ai ma feuille, je l'enlève parce que ça brille un peu. Donc vous avez, vous voyez, vous avez des tuiles ici, vous avez ce plateau, et puis vous avez les différents jetons. Donc effectivement, après, bien sûr, il y a toutes les autres tuiles qui ne sont pas utilisées, et puis toutes les autres fiches civilisation qui ne sont pas utilisées, mais ça ne prend pas énormément de place non plus. Et ça, on en avait déjà parlé, je vous en avais déjà parlé. Je trouve que c'est souvent, alors pas toujours, mais souvent, c'est une caractéristique des jeux de civilisation, des vrais jeux de civilisation, hein, qui sont des jeux experts, qui sont des jeux profonds, et pour autant, il y a peu de matériel. Voilà, par rapport à par exemple, à certains Eurogames qui peuvent être assez complexes aussi, voire plus complexes des fois, mais parfois il y a plein de petits matériels. Et pour moi, c'est pas forcément un gage de qualité, parce qu'au bout d'un moment, moi je préfère qu'il y ait peu de matériel et qu'il soit de bonne qualité, qu'il soit original par exemple, plutôt que des milliers de jetons partout, où tu prends déjà 1 heure à dépuncher quand tu reçois ton jeu. Après, la plupart du temps, il n'y a jamais de rangement qui va bien, donc c'est un peu pénible. Et encore, celui-ci, comme je vous disais, c'est quand même un jeu qui a... attendez, il a plus de 15 ans ce jeu, hein. C'était, je crois, 2010 ou 2011 la sortie, donc c'est quand même un vieux jeu, et ça se voit, parce que vous voyez, par exemple, qui aujourd'hui va faire un jeu où il va nous sortir des dizaines de petits jetons qui sont minuscules comme ça, pour noter sa culture? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a tout sur le plateau joueur, avec souvent on a des curseurs, et on déplace juste un jeton sur une échelle pour savoir combien il y a de culture. Là, non. Là, c'était encore l'époque où tu as 3 de culture, et ben tu as 3 petits jetons devant toi. Puis tu les dépenses, puis tu les reprends, donc ça fait de la manipulation, chose qu'aujourd'hui on n'a plus. Et c'est la même chose avec ça, et donc forcément ils sont obligés de faire des jetons par 5 parce qu'au bout d'un moment il y en a trop, et voilà. Voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment à l'ancienne, et c'est finalement, ça va être un des seuls défauts de ce jeu, c'est-à-dire cette version un peu old school, parce que voilà, on est dans un jeu qui a 16-17 ans, 16 ans je crois, ouais, on va dire une quinzaine d'années, et donc évidemment aujourd'hui on n'a plus du tout ça, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Mais néanmoins, il n'est pas non plus voilà, il n'est pas non plus hyper galère à installer et à jouer. Voilà. Il y a juste cette petite manipulation de je gagne 1 de culture, je prends 1, je dépense 2, je repose. Voilà, ça aujourd'hui, normalement dans les bons jeux, on n'a plus ça. Dans les jeux qui sont bien édités, on n'a plus ça. On a tout sur notre plateau double couche, avec une piste pour chaque ressource, un peu comme on a dans Clash of Culture par exemple, et ça marche très bien. Voilà, Clash of Culture, on y reviendra quand on reparlera du jeu, mais eux, ils ont fait une seule piste numérique qui va de 0 à 7, et sur cette piste-là, on va déplacer les ressources, donc on a un jeton pour chaque ressource,
et elle va utiliser la même piste. Et c'est encore mieux que certains jeux qui font une piste par ressource. Voilà, donc... Mais bon, on est quand même sur un vieux jeu, mais qui n'est pas non plus fastidieux au point de nous gâcher le plaisir de jeu. On va quand même revenir sur le plateau, entre guillemets, parce que c'est même pas un plateau, c'est juste une fiche cartonnée joueur. Et alors ça, c'est le summum on va dire... Regardez-moi ça. Le plateau joueur, c'est une fiche en carton, en plus qui est hyper souple, et sur laquelle ils ont mis 2 roues, en fait, donc une roue qui va compter nos points de commerce, ce qui va nous servir à acquérir des nouvelles technologies, et une roue sur laquelle on va compter nos pièces, donc c'est notre trésor en fait, hein, notre économie. Incroyable. J'ai jamais vu un autre jeu où il y a un truc comme ça, où ils se sont emmerdés à faire des roues avec des trucs à monter soi-même. Alors qu'il aurait suffi de faire un plateau en carton un peu plus épais, et puis voilà, on mettait des pistes, et puis on notait sur la piste combien on avait de trucs. Enfin bref. Et je suis sûr qu'à l'époque, ça paraissait comme quelque chose de moderne, probablement. Les joueurs qui ont découvert ça, peut-être en 2010, ils ont dû se dire « Ouais, mais c'est incroyable !» Et aujourd'hui, c'est tellement désuet que je trouve ça génial quand même. Donc quand on regarde un petit peu le plateau, voilà, ça me permet de rebondir sur le choix des civilisations. Dans ce jeu, avec les 2 extensions, on est, je crois, à 16. Je crois qu'on a 16 civilisations différentes. Alors, elles sont très bien, contrairement à une Hub nouvelle, là, pour le coup, elles sont très bien choisies, elles sont très... il y a un éventail très large, et on n'a pas l'impression qu'il nous manque des civilisations majeures. On a vraiment toutes les civilisations majeures, pas comme dans une Hub nouvelle où on a très peu de civilisations antiques qu'on a envie de jouer, à part l'Égypte. Il y a quoi déjà dans une Hub nouvelle? L'Égypte, il doit y avoir Rome, je pense, et ça se résume à peu près à ça. Genre, je crois qu'il n'y a pas la Grèce, je me souviens plus, là j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est juste hallucinant les civilisations qui manquent dans une Hub nouvelle. C'est son défaut, on en a parlé. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'Espagne, Isabelle d'Espagne. Donc les civilisations, il y a une asymétrie évidemment. Il y a la première asymétrie, c'est tout simplement la technologie de départ. Par exemple, l'Espagne commence avec la navigation. Donc si je vous la montre, c'est cette petite carte, niveau 1. La navigation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet déjà de débloquer, s'il te plaît, merci, de débloquer le port. Donc du moment qu'on a développé et qu'on connaît la navigation, bah évidemment, puisqu'on sait naviguer, autant construire des ports. Hein. Donc dans ce jeu, les bâtiments se débloquent. Donc c'est à chaque fois une technologie qui va débloquer un bâtiment. Donc là, ça me permet de construire le port. Et puis après, il peut y avoir aussi un autre effet. Ici, c'est qu'on peut traverser les cases d'eau, mais on ne peut pas y terminer notre déplacement. Donc on va pouvoir traverser les cours d'eau, par exemple, ou les lacs, et aller directement sur la terre ferme, mais on ne peut pas s'arrêter dans l'eau. On sait naviguer, mais on ne sait pas, on n'a pas inventé l'ancre. Apparemment, on ne peut pas s'arrêter. Voilà. Bon. Donc, l'Espagne commence avec la navigation, ce qui n'est pas déconnant. Comme deuxième joueur, là, j'avais pris les Anglais. Bah, eux, ils commencent avec la marine. Et la marine, c'est pas exactement la même chose. C'est plutôt pour construire des chantiers navals. C'est plutôt orienté un peu plus militaire. La marine. Voilà. Et donc chaque civilisation commence avec une technologie de départ. Donc ça, c'est une première petite asymétrie. Deuxième asymétrie, c'est la plus importante, c'est vraiment la capacité intrinsèque de la civilisation. Les Espagnols, par exemple, ils commencent avec 2 colons plutôt que 1. Donc évidemment, ça va favoriser leur expansion, leur exploration. En plus, ils ont une vitesse qui est augmentée de 1, donc ils se déplacent plus vite. Et en plus, quand les Espagnols découvrent une tuile inexplorée, donc quand on va aller se déplacer, vous voyez ici, on commence, je reviendrai après sur le plateau, hein, mais ici on commence avec, on est entouré de terra incognita, hein, donc on ne connaît pas ce qui se passe ici.
quand on va aller déplacer notre colon et qu'on va découvrir la tuile, donc à chaque fois qu'on va faire ça, on nous dit qu'on peut immédiatement bâtir gratuitement un bâtiment de base, donc c'est un bâtiment qui n'est pas amélioré, dans une de notre cités, même si on ne l'a pas débloqué. Donc dès qu'on découvre une nouvelle tuile, on gagne un bâtiment de base gratuit comme ça dans une de nos villes. C'est extrêmement fort. Et comme on commence avec 2 colons, on va rapidement découvrir 2 tuiles, voire 3 très très vite. Et donc on va commencer avec 3 bâtiments, potentiellement avec 3 bâtiments. Donc ça nous met un boost assez énorme. Après, vous allez voir que on est quand même limité au niveau des bâtiments, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà la deuxième asymétrie. La troisième asymétrie, mais celle-là elle est très faible, c'est logiquement chaque civilisation commence avec le même système de gouvernement en fait, hein, le despotisme. Et le despotisme qui donne un de production supplémentaire à chacune de nos villes. Mais il y a certaines civilisations, alors il y en a très peu, qui commencent avec un gouvernement particulier. Par exemple, de mémoire, je sais que la Russie commence directement avec le communisme. Voilà, par exemple. Et le communisme, c'est un boost notamment de production. Donc les communistes, eux, vont pouvoir, par exemple, la quantité de production générée par chacune de nos villes est égale à la quantité de celle qui en génère le plus. Ok. Donc en gros, ça veut dire que le communisme va nous inciter à avoir, par exemple, une ville qui produit beaucoup. Et donc ça va reporter cette production sur les autres villes. Donc ça nous permet d'aller faire des villes aussi dans des endroits qui produisent moins, c'est-à-dire peut-être dans des déserts, dans des endroits où il n'y a pas trop de forêts. Et donc on va bénéficier de la production de notre meilleure ville. Donc ça c'est pas mal. Bon voilà. C'est une troisième petite asymétrie, mais qui est très faible parce qu'il y a très peu de civilisations qui commencent avec un gouvernement autre que le despotisme. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que j'ai envie de dire que les bonus des civilisations sont vraiment très différents les uns des autres. Par exemple les Anglais, eux leur bonus c'est que les armées anglaises peuvent collecter des symboles et des ressources comme si elles étaient des colons. Bon, ça c'est une mécanique du jeu hein, qui fait que les colons, quand ils sont en exploration, ils peuvent envoyer en fait la production de leur case à une de leurs villes. Donc ça c'est cool. Les Anglais, eux, même leur armée est capable de faire ça. Et en plus, les figurines anglaises, donc que ce soit les colons ou les armées, peuvent traverser l'eau, mais ne peuvent pas y terminer leur déplacement. C'est-à-dire que les Anglais, eux, ils commencent avec la marine, mais ils ont déjà le bonus de la navigation. Alors attention, ils n'ont pas la possibilité de construire le port tant qu'ils n'ont pas développé la navigation, mais ils ont le même bonus, et donc ça leur permet quand même d'explorer pas mal, de traverser l'eau, de ne pas être bloqué par une rivière par exemple, parce que ça peut arriver, on peut découvrir la map et se retrouver finalement piégé, entouré d'eau. Ça peut arriver, hein, et donc ça va nous obliger à aller chercher la navigation alors qu'on n'avait pas forcément peut-être envie de le faire. Voilà, si on regarde quelques autres, écoutez, je vais toutes les prendre. Ça permet on va les parcourir tranquillement. Alors, on va regarder peut-être les civilisations antiques les plus... alors, les plus prestigieuses, on va dire. Alors, par exemple, les Égyptiens, donc on a l'Égypte, hein, avec Cléopâtra, évidemment. Donc, l'Égypte, son bonus, alors elle commence avec la construction, hein, voilà, c'est... En fait, on peut le deviner très facilement. Je vous dis, l'Égypte, avec quoi, à votre avis, elle commencerait? On pense à la construction des pyramides, donc la construction. Et son bonus, c'est que l'Égypte, carrément, elle commence avec une merveille. Ok, gratos. Alors, c'est pas forcément les pyramides, mais gratos, on tire au sort sur les 4 merveilles disponibles.
hop, il y en a une qui va directement chez l'Égypte. Voilà, c'est cadeau. Et puis, une fois par tour, durant la gestion de la cité, donc quand elle va pouvoir faire des actions pour ces villes, les Égyptiens, eux, ils peuvent construire gratuitement un bâtiment débloqué en utilisant une action. Voilà, donc eux, ils construisent gratos, quoi. Ils ont une merveille d'entrée de jeu, et puis ils peuvent faire un bâtiment gratos, comme ça, tranquille. Les Romains, avec Jules César, les Romains, eux, ils avancent gratuitement d'une case sur l'échelle de culture à chaque fois qu'ils construisent une merveille ou une cité, et à chaque fois qu'ils conquièrent une cité ou un village. C'est pas mal. Donc eux, ils vont avoir une orientation construction, ça va les faire avancer sur la culture. Ou une orientation militaire, ça va les faire avancer sur la culture. Donc double tableau. Et eux, vous voyez, ils commencent avec la République, par exemple. Et puis, la technologie de départ de Rome, c'est le code de loi. En troisième, par exemple, il y a les Grecs. Alors attention, les Grecs avec Alexandre le Grand, qui est plutôt, voilà, plutôt macédonien, mais c'est pas grave. Les Grecs, eux, ils commencent avec la démocratie. Vous voyez, c'est une logique implacable. D'ailleurs, ils ont... Alors, démocratie, ça permet normalement de débloquer le gouvernement de démocratie, et ça donne en plus un bonus, et ils commencent directement avec le gouvernement de démocratie. Hein. Et les Grecs, quand ils ont recherché une technologie qu'aucun autre joueur ne connaît ou n'a recherché à ce tour, donc quand ils sont les premiers à développer une technologie, ils conservent tous les points de commerce, donc ils ne dépensent pas les points en fait qui servent à débloquer une technologie. Et à chaque fois que les Grecs gagnent une personnalité, donc quand il y a un personnage illustre qui arrive, qui éclot chez les Grecs, en fait ils en piochent deux et ils choisissent une des deux. C'est pas mal, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment très différent. Si on prend quelque chose de plus... on va voir par exemple les Chinois, ils commencent avec l'écriture, ils commencent avec leur capitale fortifiée, ils gagnent 3 points de culture à chaque fois qu'ils explorent une hutte ou qu'ils conquièrent un village, et ils peuvent sauver une de leurs unités tuées après une bataille en la renvoyant dans leur force permanente. Donc en plus, vous voyez que à chaque fois, il y a 2 voire 3 bonus par civilisation, hein. Donc c'est quand même assez cool. Et donc ça va orienter fortement notre partie et notre stratégie. Est-ce qu'il y a des objectifs? Moi j'aime bien aussi parfois noter quand il y a des objectifs cachés. Là c'est pas le cas. Là c'est vraiment on va tous se battre pour les 4 mêmes conditions de victoire. Et voilà, donc dans ce jeu, comment on finit la partie? Dès qu'il y a un joueur qui remporte une victoire, et donc il y a 4 victoires, et là on est dans une civilisation typique. On peut faire la victoire militaire, donc ça c'est le premier joueur qui arrive à conquérir la capitale d'un autre joueur, ça met fin à la partie, il remporte une victoire militaire. C'est pas facile, parce qu'il faut déplacer ses armées jusqu'à un adversaire. Les capitales sont déjà bien fortifiées, on peut les fortifier encore plus. On peut faire en sorte de laisser des armées proches de notre capitale. Voilà, donc évidemment si on joue et qu'il y a un militariste autour de la table, on va dans un premier temps essayer de se défendre et l'empêcher de faire une victoire militaire. Elle n'est pas facile à faire. Elle n'est pas facile à faire si les autres joueurs font pas n'importe quoi, évidemment. Ensuite, il y a la victoire culturelle. Alors celle-là, elle est très basique. La victoire culturelle, c'est tout simplement le premier joueur qui atteint la fin de la piste culturelle. Voilà, donc vous voyez, on commence évidemment à 0 ici, j'ai mis les 2 petits jetons. Voilà, donc pendant le tour de jeu, on va pouvoir dépenser des pions, des jetons culture que l'on a obtenus par diverses actions. Donc vous voyez là ici, pendant l'ère antique, l'époque antique, en dépensant 3 points de culture, on avance d'une case. À chaque fois qu'on avance, qu'on tombe sur ça, on gagne une carte événement culturel. On y reviendra tout à l'heure. Et quand on tombe sur ces cases-là, on
on fait arriver un personnage illustre dans notre civilisation. Et puis plus on avance, plus c'est cher. Ici c'est 5 de culture et 3 de commerce. Et ici 7 de culture et 6 de commerce. Le premier qui arrive ici, il remporte une victoire culturelle et c'est fini. Et souvent c'est serré, hein, souvent on se tire la bourre et on arrive assez vite. Alors dans ce jeu, il n'est pas impossible d'être au coude à coude sur 2 victoires en fait. Hein. Parce que forcément elles sont imbriquées et notamment il y a des mécaniques qui permettent de faire correspondre différents types de victoires. Par exemple, un truc tout bête, mais si tu vises la victoire militaire, donc d'aller conquérir une capitale adverse, il te faut des armées fortes. Pour faire des armées, donc il faut quand même de la production. Pour améliorer ta production, on peut par exemple investir de l'argent dans le complexe militaro-industriel, hein, pour avoir des bonus de combat. Donc on a aussi besoin d'avoir une économie forte. Voilà, donc on va pas pouvoir. Alors ça c'est aussi des extensions qui ont équilibré le jeu et rajouté ces effets-là, mais on va y revenir. Mais voilà, évidemment, on ne peut pas complètement délaisser une partie. Si on n'a pas l'intention de faire la victoire militaire, on ne va pas non plus délaisser le côté militaire pour ne pas se faire avoir. Et déjà, tout simplement, déjà pour aller peut-être conquérir les villages indépendants, par exemple, ou les villages barbares, entre guillemets. La troisième victoire qu'il est possible d'obtenir, c'est la victoire économique. Donc là, si on reprend notre plateau, c'est le premier qui atteint sur la piste économique 15 pièces. Donc ici, c'est notre compteur de pièces. Le premier qui arrive à 15 pièces sur son cadran gagne une victoire économique. Alors comment on obtient des pièces? Il y a plusieurs moyens. On peut trouver des pièces directement sur le plateau. Par exemple, là, c'est un bon exemple. Il y en a une ici. C'est une zone où il y a... Alors ça peut être... alors je sais pas trop ce que c'est. Hein, si c'est une zone... J'arrive pas trop à voir si c'est une zone qui permet de faire du commerce ou une zone qui va plutôt attirer des touristes. Mais en tout cas, c'est une zone qui va rapporter de l'argent. Donc si cette zone est dans notre périphérie de ville ou si elle est exploitée par un colon, par exemple, eh ben, ça nous fait une pièce. Donc on rajoute une pièce sur notre cadran. Mais il y a aussi évidemment des technologies qui nous permettent d'avoir tout simplement des gains économiques. Alors je vais essayer de vous en trouver un. Je vais prendre le premier qui me vient. Alors ça sera plutôt peut-être vers l'ère médiévale, hein, puisque à l'Antiquité, c'était pas trop leur préoccupation. Par exemple, le service public. Voilà. Si on développe le service public, vous voyez, ça nous rapporte immédiatement une pièce. J'imagine qu'évidemment, la bureaucratie, pareil. Plus tard, il y aura le service bancaire, les chemins de fer. Voilà, donc si on vise une victoire économique, on va essayer évidemment d'aller chercher ces technologies qui, de manière passive, nous rapportent déjà des pièces. Il y a d'autres moyens, évidemment, mais bon, on ne va pas détailler tout ça. Et la dernière victoire que l'on peut obtenir, c'est la victoire scientifique. Et celle-ci, c'est lorsque le premier joueur atteint la conquête de l'espace, qui est une technologie de niveau 5, c'est la seule d'ailleurs. Donc le premier qui arrive à développer une technologie de niveau 5, la conquête de l'espace, termine la partie et remporte une victoire scientifique. On reviendra tout à l'heure hein, sur l'arbre de progression, donc je ne détaille pas maintenant comment il fonctionne. Donc moi j'aime bien cette idée parce que c'est des courses, mais c'est pas forcément des courses aux objectifs, mais par contre c'est toujours, à chaque partie ça sera toujours les mêmes conditions. Contrairement à une aube nouvelle, puisqu'on va essayer de les comparer un peu. Bon, une aube nouvelle c'est une course aux objectifs, mais c'est des objectifs qu'on pioche en début de partie, et donc on va être obligé, et c'est pour ça que les civilisations d'une aube nouvelle sont un peu moins typées, parce que la partie
va être un petit peu plus ouverte, puisque on choisit notre civilisation et ensuite on dévoile les objectifs. Et donc, évidemment, si on se retrouve avec une civilisation qui, par exemple, est forte en sciences et que dans les objectifs, il n'y a aucun objectif de science, bon, ben, on se sentirait un peu lésé. Voilà. Ce qui n'arrive pas du coup parce qu'ils ont fait les choses intelligemment. Mais comme ici, les civilisations sont... les conditions de victoire sont les mêmes à chaque fois, ben, ils ont pu travailler sur l'équilibrage des civilisations. Et il y a certaines civilisations, bon, ben, en la lisant, on sait qu'on va viser telle ou telle victoire. Voilà. Mais néanmoins, les autres ne sont pas impossibles, puisque comme je vous disais, on peut utiliser, par exemple, si on a une civilisation qui est forte en culture, ben, on va piocher en permanence, puisqu'on va monter ici, on va avoir plein d'événements culturels, et les événements culturels vont nous apporter des bonus ou des personnages illustres qui vont aussi nous booster, soit dans une autre victoire, soit qui vont empêcher les autres joueurs de faire quelque chose, soit nous conforter dans notre victoire culturelle. Si on vise la victoire économique, donc on va avoir beaucoup d'argent, et on va peut-être aussi se permettre, alors c'est pas sûr parce que, mais bon, d'utiliser cet argent pour aussi faire autre chose. En tout cas, il va pouvoir nous servir, par exemple, si on vise une victoire économique, on n'a pas forcément envie de développer une grosse armée, mais par contre, si à un moment on en a besoin dans la partie, on peut assez facilement, en investissant notre argent, avoir une armée petite, mais qui va être forte. Voilà. Et donc ça nous permet de ne pas trop développer d'armées grandes, mais plutôt spécialisées et fortes, qui va juste nous suffire à nous défendre ou à dissuader. Voilà, évidemment, quand on vise la victoire, enfin, quelle que soit la victoire qu'on va viser, on va développer nos technologies, et donc on va choisir les technologies qui vont en fonction des victoires. Voilà, donc voilà, ça marche bien, et c'est très bien comme ça. Donc si on regarde un peu les mécaniques principales du jeu, on va commencer déjà par voir un tour de jeu, comment ça fonctionne. Alors, j'ai des fiches avec le déroulement d'un tour. En gros, il y a 5 phases dans un tour de jeu, et on fait les 5 phases, tous les joueurs font les phases les unes après les autres. Donc, la phase de début de tour, tous les joueurs font la phase de début de tour, dans l'ordre du tour. Puis on passe à la phase de commerce, tous les joueurs font leur phase de commerce, etc. Donc comment se déroule un tour dans ce jeu? En début de tour, déjà on passe le jeton premier joueur. Ok, donc chaque tour, le jeton premier joueur va changer, donc ça va à chaque fois être un joueur qui va commencer. Un joueur différent qui va commencer. Ensuite, on va faire toutes nos actions qui sont notées début de tour. Évidemment, vous allez avoir par exemple, j'en ai une sous les yeux, le pacifisme, par exemple. Si moi je choisis la doctrine du pacifisme, vous voyez qu'en début de tour, à chaque fois je vais gagner 1 de culture, plus 1 de culture si j'ai un colon déployé sur le plateau. Donc ça veut dire que techniquement, avec le pacifisme, à chaque début de tour, je peux gagner 2 de culture. Donc c'est très très fort. Si on vise la victoire culturelle, c'est très très fort. Mais même si on ne vise pas la victoire culturelle, ça va nous permettre de ne pas se consacrer trop à la culture, parce qu'il y a ça qui va nous apporter 2 de culture à chaque tour. Donc on fait toutes nos actions début de tour. Ensuite, pendant le début de tour, on peut fonder une ville. Donc j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de la construction des villes, de la gestion des ressources. Donc ça sera tout à l'heure. Donc c'est à ce moment-là qu'on construit la ville, donc c'est en début de tour. Ça c'est le colon qui le fait. On peut changer de gouvernement, mais ça on en reviendra aussi tout à l'heure dessus. Et on peut investir. Donc là c'est quelque chose qui a été apporté par une des 2 extensions, par Gloire et Fortune notamment. C'est les investissements. On peut investir, on a 4 axes d'investissement. Donc on peut investir par exemple dans la Fondation pour les arts, pour nous faire gagner, pour pouvoir avoir plus de cartes événements culture, et puis pour pouvoir se déplacer plus facilement sur la piste culture. Donc on investit dans les arts.
On peut avoir le complexe militaro-industriel, donc ça c'est, on investit pour avoir des bonus de combat, donc là c'est vraiment pour faire la guerre, ou pour se défendre. On peut investir dans l'enseignement public, donc ça nous permet, vous voyez, le premier investissement, quand on l'atteint, on apprend gratuitement une technologie. Là, encore une fois, et là encore une fois. Donc évidemment, quand on vise la victoire scientifique, pour aller plus vite que les autres, on va être obligé d'investir dans l'enseignement public. Et puis le dernier, c'est on peut investir dans les infrastructures pour nous donner plus de production. Alors pourquoi ça a été rajouté, ces investissements par l'extension gloire et fortune? Ben, tout simplement pour rendre, en fait, vous voyez que ça va imbriquer des choses. C'est-à-dire que là, on va utiliser des pièces pour développer d'autres choses. Et c'est vrai qu'ils se sont aperçus que dans le jeu, si on ne faisait pas la victoire économique, les quelques pièces qu'on pouvait gagner, elles ne nous servaient pas à grand chose. Elles nous servaient un peu, c'était prévu quand même, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment au niveau de la recherche technologique. Mais ça ne nous incitait pas à développer notre économie si on ne faisait pas une victoire économique. Alors que là maintenant, ça va devenir quasiment indispensable d'investir dans un domaine pour notre victoire. Donc ça c'est cool parce qu'ils ont rééquilibré un peu la victoire économique. Donc voilà tout ce qu'on peut faire en début de tour. Ensuite on passe à la phase de commerce. Alors la phase de commerce elle est très simple. C'est tout simplement, on va compter, on va reporter en fait des points de commerce sur notre cadran de commerce par rapport à notre ville. Donc comment ça marche? Alors je vais vous montrer, je vais venir tout simplement avec la... Plutôt que de déplacer la caméra, je vais déplacer le plateau devant la caméra. Donc ça c'est le plateau de départ de l'Espagne. Chaque civilisation a un plateau de départ. Donc là il n'y a pas de surprise. Contrairement à une homme nouvelle où on pioche, où on pioche juste une tuile de départ, mais on ne sait pas laquelle on va tomber, là elle est spécifique à l'Espagne. Comment on place notre capitale? En fait, en début de partie, on place notre capitale sur un des 4 carrés au centre de la tuile. La flèche ici indique la position recommandée pour les premières parties, et moi c'est rare que je ne l'utilise pas. Ça peut arriver, mais en général je l'utilise parce qu'elle est bien pensée. Donc la capitale est ici. Donc ça c'est le centre-ville, et en fait on appelle la périphérie les 8 cases qui sont autour de la ville. Et donc c'est ici qu'on va aller chercher la production et les points de commerce de notre ville. Donc par exemple notre capitale ici, donc dans la phase de commerce, on va compter ces jetons de commerce, ces symboles de commerce. Donc il y en a 1, 2, 3. Donc dans la phase de commerce, on compte, donc c'est pour toutes nos villes, mais au début on n'en a qu'une, on compte 3. Donc normalement au début de partie, on commence déjà avec 3. Enfin on le fait déjà lors de la mise en place. Donc on est déjà à 3 lors du premier tour. Et donc là, je rajoute 3. Tac. Donc là, j'ai compté ma phase de commerce. Le commerce, ça va servir à développer des technologies. Alors oui, c'est un peu bizarre d'utiliser des points de commerce et non pas des points de science. Mais bon, c'est un choix une fois que... Souvent, on va dire des points de science, mais bon, c'est des points de commerce. Donc on a fait ça. Et c'est tout. Par contre, dans la phase de commerce, il y a une phase, alors ça c'est quelque chose moi que vous savez que je n'aime pas du tout dans les jeux de civilisation quand ils font ça, c'est que en fait on peut négocier entre nous, on peut s'échanger des trucs entre nous, et ça j'aime pas du tout. Ça c'est un truc que je n'aime pas, ça c'est typique de l'auteur paresseux qui n'a pas voulu développer une mécanique de jeu propre à l'échange, au commerce, et ça, j'aime pas du tout, quoi. C'est genre, franchement, j'ai la flemme de développer un truc, donc pendant la phase de commerce, vous pouvez échanger ce que vous voulez entre vous. Ok, super. Alors, quand je dis ce que vous voulez, il y a quand même une petite règle. Ils disent, voilà, vous pouvez échanger ça, ça et ça, et il y a certains trucs qu'on ne peut pas échanger. Je sais plus ce que c'est, mais peu importe. Mais ça, je trouve, je déteste ce genre de choses. Parce que la plupart du temps, ça sert à rien. Parce que souvent, les joueurs, ils vont... Enfin,
c'est rare de trouver des accords, genre ouais vas-y, moi j'ai besoin de ça, tu peux me l'échanger contre ça. C'est rare que les deux joueurs ont le même intérêt à faire ce genre d'échange. Et donc souvent il va y avoir du blocus, dire ah t'as besoin de ça, bah non je te le vends pas. Tu vas faire, tu vois, juste pour faire chier le joueur. Donc en fait c'est vraiment genre ouais on a mis un truc de commerce, il y a du commerce, mais on n'a pas développé de mécanique, du coup en fait c'est bancal, ça marche pas, c'est pas ouf. Et en plus là où je trouve que c'est vraiment genre on a mis ça parce que voilà, c'est-à-dire qu'en début de partie, rien ne m'empêche, selon les règles, de d'échanger déjà quelque chose avec un joueur qui est à l'autre bout du monde et que je ne suis même pas censé, dont je ne suis même pas censé connaître l'existence. Donc, moi quand j'explique le jeu, quand je joue au jeu avec d'autres joueurs, je dis ok, on garde cette phase d'échange, elle servira peut-être jamais dans la partie parce qu'il va y avoir un blocus, par contre on se met une petite contrainte, c'est qu'il faut au moins qu'il n'y ait pas de tuiles face cachée entre nous, pour qu'au moins on fasse un minimum de RP, de dire bah, si on échange, il faut au moins qu'on se connaisse, quoi. Voilà. Et maintenant, on pourrait même durcir un peu, on pourrait même dire qu'on peut débloquer cette option de commerce au moment où on est tous les deux en même temps sur une tuile. Voilà. Ou, vous voyez, on peut faire en sorte qu'il y ait une vraie rencontre avant de faire du commerce. Voilà. Donc il faut au moins mettre des petits trucs. Mais tu vois, oui, c'est vraiment le truc qui est bâtard, quoi. C'est la règle bâtarde. On met un truc, mais c'est nul. Donc moi, ce que j'aime comme mécanique de commerce, bah, c'est ce qu'il y a dans Une Aube Nouvelle, ce qu'il y a aussi dans Clash of Culture, c'est du commerce passif. C'est-à-dire qu'on peut commercer avec quelqu'un sans lui demander son avis. Voilà, dans Une Aube Nouvelle, souvenez-vous, on envoie notre caravane commerciale, et entre parenthèses, ce qui est ici un colon devient une caravane commerciale dans Une Aube Nouvelle, donc je trouve ça cool. Dans Une Aube Nouvelle, vous vous souvenez, on envoie notre caravane chez un autre joueur, et automatiquement, ça nous fait gagner quelque chose. Voilà. Et en plus, après, on choisit une carte diplomatique. Donc il y a une vraie mécanique qui a été implémentée dans le jeu. Voilà. Et en même temps, le joueur, il ne peut rien faire. Alors, on ne lui prend pas une ressource. Donc lui, ça lui donne aucune contrainte. Mais il ne peut pas non plus nous bloquer. Voilà, donc c'était très bien pensé dans le jeu, et ici, ça n'existe pas. Dans Clash of Culture, ils le font aussi de manière un peu similaire, où on peut développer une technologie qui va nous apporter du commerce. Et donc, du moment qu'on a un colon ou un navire, par exemple, qui est proche d'une ville adverse, bah, du moment qu'on a cette technologie, cette capacité commerciale, on gagne de l'or. Voilà. Et l'autre joueur, bah, lui, ça le contraint pas du tout. Et nous, ça nous fait développer quelque chose qui est orienté commerce. Voilà. Donc ça, c'est un petit point que j'aime pas dans les jeux, quand ils laissent les joueurs librement faire du commerce comme ça. Je trouve ça, voilà. Je trouve que c'est comme je vous disais, je sais pas, c'est bâtard, quoi. Ça fonctionne pas, et c'est genre, moi, j'ai pas eu envie de m'emmerder. Bon bah ok, super. En même temps, c'est ton boulot de t'emmerder et de faire des mécaniques, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc on avance un peu sur le tour de jeu. Sinon, je vais encore faire une vidéo qui va durer trop longtemps. Ensuite, on arrive à la gestion des villes, et c'est là que le cœur du jeu, évidemment, c'est là. Donc la gestion de la cité, c'est donc dans l'ordre du tour, chaque joueur effectue une action pour chacune de ces villes. On commence avec une capitale, on a la possibilité de construire une deuxième ville grâce à notre colon, puis une fois qu'on a développé l'irrigation, on a la possibilité de construire une troisième ville. On peut au maximum avoir que 3 villes dans ce jeu. Et donc, une fois qu'on a nos villes, on fait la gestion de cité, donc on a le choix entre
3 actions, et on peut en faire qu'une seule. Alors, il y a 4 actions avec les extensions, puisqu'il y a une 4e action qui est venue se greffer. D'ailleurs, vous avez vu qu'ici, j'ai rajouté des choses au stylo, parce que ils n'ont pas jugé utile de refaire des cartes de résumé de tour, alors qu'ils ont rajouté des choses. Putain les gars, quoi. Vous rajoutez une action, bah refaites carrément les fiches de résumé de tour, proprement, quoi. Donc là, c'est à nous de rajouter que, comme action, maintenant, on peut lancer un programme de construction. Sinon, bah, on ne l'avait pas dans le résumé, quoi. Bon, bref, un petit oubli, mais je trouve ça quand même hallucinant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour chacune de nos villes pendant cette phase? On peut produire. Petit a, on peut produire. Donc, produire, c'est soit une figurine. Alors, les figurines, c'est, on peut produire une armée, ou on peut produire un colon. Donc, je vais prendre le colon, voilà. Donc, on peut produire. Ok, on a une petite fiche résumée, une petite carte résumée en début de partie, où on nous montre le coût. Par exemple, pour produire une figurine de colon, ça coûte 6 en production. Une armée, ça coûte 4 en production. Ok. On peut produire une unité. Parce que ça, c'est une armée. Ok. Donc là, on a créé une armée. Mais maintenant, l'armée, il faut la composer d'unités. Et dans ce jeu, il y a différents types d'unités qui vont avoir des bonus et des malus par rapport aux autres. Et donc là, quand il y a un combat, on ne va pas se contenter de compter notre puissance et notre puissance, on va dire, d'armée, d'attaque, de ce que vous voulez, et on va comparer et celui qui a la plus haute gagne. Non, là, il y a une vraie bataille. Et on va y revenir tout à l'heure. Et alors, c'est à la fois quelque chose de très sympa, puisque c'est un jeu dans le jeu. C'est clairement un jeu dans le jeu. Quand on déclenche une bataille, il y a un mini-jeu, on va déployer nos unités, et voilà. Et en même temps, ben, ça rallonge le jeu. Donc c'est pour ça que dans Une Homme Nouvelle, ils ont complètement enlevé ça. Ils ont gardé juste les armées. Et puis les armées vont avoir plus ou moins de points de combat, on va dire. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Et puis on va juste comparer, quoi. Et donc on a pareil ici le coût des premières unités qu'on peut construire. Donc les unités d'infanterie, ça vaut 5. D'artillerie, ça vaut 5. Et les unités montées, ça vaut 5. Alors, on reviendra à ça tout à l'heure quand on parlera de la gestion des guerres dans ce jeu. On peut aussi construire, donc avec la même action, donc on fait soit une figurine, soit une unité, soit un bâtiment, soit une merveille. Donc le bâtiment, il faut au préalable l'avoir débloqué avec la technologie qui est associée. Donc au début, techniquement, moi avec mes Espagnols, je pourrais faire que des ports. Et puis, donc les bâtiments, ils ont des coûts évidemment, hein, c'est affiché sur le plateau là-bas. Tous les bâtiments, il y a des coûts, version de base, version améliorée, etc. On y reviendra aussi parce qu'on va parler de la construction des bâtiments tout à l'heure plus en détail. Ou alors on peut construire une merveille, pareil, elles ont un coût là-bas et on y reviendra. La deuxième action qu'on peut faire, donc ça c'est l'action finalement la plus importante. La deuxième action qu'on peut faire, c'est juste, on dit, bah, notre ville, elle se consacre aux arts. Voilà. Donc on gagne un point de culture, plus un point de culture qui est présent dans la ville. Parce que, par exemple, bah là, il n'y en a pas chez les Espagnols, mais parfois il y a des cases qui rapportent de la culture, notamment quand il y en a des merveilles naturelles. Donc si on a une merveille naturelle dans la périphérie de notre ville, ça rapporte 1 de culture, plus 1 par le centre-ville. Donc là, moi au début, en tant qu'Espagnol, cette action me rapporterait que 1 point de culture. C'est cher payé pour juste 1 point de culture, vous voyez. Donc ça va être, on va dire, selon la ville où elle est placée et selon après notre stratégie. Mais là, moi, ça ne m'apporterait pas grand-chose. Ou alors on peut collecter une ressource qui est présente dans la périphérie de notre ville. Donc ici, par exemple, je vais reprendre mon petit plateau. Donc ici, ma capitale est là. Donc dans la périphérie de ma capitale, donc je vais l'enlever, hein, vous savez qu'elle est ici.
Dans la périphérie de ma capitale, il y a du fer ici, de l'encens ici et du blé ici. Donc je peux utiliser mon action pour récolter une de ces ressources. À condition aussi que le jeton ressource correspondante soit disponible au marché, parce que les ressources sont en quantité limitée. On en met une par joueur pour chaque type. Par exemple là, à 2 joueurs, il n'y a par exemple que 2 pions, 2 jetons ressources fer. Alors vous allez me dire, ok, bah, on est 2, donc c'est bien. Bah en fait, non, parce que si mon adversaire il est entouré de montagnes et qu'il a 2 fers, il peut très bien dire, bah moi je prends le fer, le tour d'après il prend un autre fer, et ben moi il n'y a plus de fer disponible. Alors que il est pas, alors que moi j'ai toujours ma ressource de fer à côté, mais donc il y a un côté un petit peu gestion de ressources limitée, on va dire. Après, à un moment donné, il va utiliser son fer, il va le dépenser, donc il va le remettre ici. Mais en tout cas, ici, c'est un pool fermé. Donc il faut que la ressource soit aussi disponible ici pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc la quatrième action qui est apportée par une extension, c'est un programme de construction. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, mais dans un tour ultérieur, quand on va utiliser l'action de production, ben en fait notre ville va produire 2 fois plus de production. Voilà. Et donc ça c'est un boost pour aller construire des merveilles plus facilement, parce que les merveilles vont coûter 10, 12, 15 points de production, et nos villes, avant qu'elles arrivent à produire 15 ou même 10, c'est assez compliqué. Alors que là, assez rapidement, on peut sacrifier un tour d'une ville pour le tour d'après, pour faire une merveille, en gros, plus vite. Voilà. Donc ça, c'est un petit équilibrage qu'ils ont fait. Voilà, je ne rentre pas dans les détails pour les règles, mais voilà ce qui se passe, en gros, lors de la gestion de ville. Ensuite, quand on avance, le déplacement. Donc là, on déplace toutes nos figurines. Et puis ensuite, on passe à la phase de recherche. Et donc là, c'est une phase qui est simultanée, donc ça, c'est plutôt cool. Tous les joueurs en même temps choisissent la technologie qu'ils veulent développer. Et ensuite, on la révèle et on la place devant nous. Alors comment ça marche la technologie? Ben, c'est les points. Donc là, vous voyez, à la fin du premier tour, on arrive à 6 points de commerce. Comme par hasard, les technologies de niveau 1 coûtent 6. Et ben, je cherche la technologie que je veux, hop, je dépense mes 6 points. De toute façon, on dépense tous les points. Même si j'avais 8 par exemple, et que la technologie coûte 6, ben je redescends à 0. Et puis on commence à construire notre pyramide technologique comme ça. Donc voilà comment se déroule un tour de jeu. Ça va relativement vite, vous avez vu, début de tour, tac tac, on fait nos actions, ça on peut le faire tous en même temps. Commerce, il suffit juste de régler notre cadran sur la bonne valeur. Gestion de ville, bon, il y a une action chacun, donc ça va vite. Déplacement, ça va vite aussi. Et la recherche, ça va vite. Donc il n'y a pas de problème. On ne passe pas 10 ans à réfléchir. Finalement, là où on passe le plus de temps, c'est quand on va choisir la technologie qu'on veut faire. Alors souvent, on a déjà une idée, mais parfois, on va devoir quand même reparcourir un peu toutes nos technologies. Et là, avec les 2 extensions, par exemple, les technologies de niveau 1, il y en a quand même quelques-unes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il m'en reste 11. Donc forcément, on va les parcourir. Donc on va lire un peu. Voilà. Donc c'est ce qui va prendre un peu plus de temps. Mais comme tout le monde le fait en même temps, il n'y a pas non plus de temps d'attente. Vous voyez, tout le monde le fait en même temps. Donc ça va. Si on revient un peu sur le plateau, maintenant, vous voyez que là, on était à l'époque où les cases étaient encore carrées. Et donc, parce que là, on se situe, pour ceux qui connaissent un peu la série Sid Meier's Civilization, on se situe entre Civilization 4 et Civilization 5. Le 4 utilisait des carrés, le 5 a introduit les hexagones, et lui est entre les deux. En fait, il est sorti entre les deux. Puisque dans le jeu de plateau, il faisait la promotion de Civilization 5 sur PC. D'ailleurs, j'ai toujours le... Non, mais je crois que c'est dans la règle. C'est carrément dans la règle, à la fin de la règle du jeu. Vous voyez, voilà. Je vous montre parce que c'est marrant.
à la fin de la règle de jeu, il marque civilisation 5 disponible maintenant. Voilà. Et donc là, on voit que civilisation 5 a introduit pour la première fois les hexagones. Avant, avec civilisation 4, c'était des carrés. Donc on n'avait que 4 directions de déplacement. Et donc là, c'est toujours le cas, on est à 4. Alors ça ne pose pas du tout de problème pour le jeu de plateau. Autant le jeu vidéo, ça a apporté une dimension vraiment beaucoup plus importante. Là, ça fonctionne. On se déplace orthogonalement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc quand on va explorer, on va dévoiler, on va orienter la flèche dans le sens de l'exploration. Donc j'arrive par la gauche, donc je mets la flèche comme ça, et là on voit qu'on a un grand désert avec une case particulière. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, c'est pas important. Mais par exemple, si j'explore vers le nord, ma case va être comme ça. Voilà, si après je suis ici, que j'explore vers l'est, ça va être comme ça. Voilà. Et donc la carte va se construire au fur et à mesure comme ça. Alors ça fait effectivement des terrains qui sont assez incohérents. Vous voyez, par rapport à certains jeux, ici il n'y avait pas du tout de notion de on va essayer de regrouper les forêts avec les forêts, les montagnes. Donc il peut y avoir des trucs un peu chaotiques. Donc là par exemple, vous voyez, là ça s'est bien goupillé parce que la mer a prolongé une mer. Donc ça fait comme une rivière. Mais ici, vous voyez, ça s'est complètement arrêté. Voilà, donc c'est pas très... Le terrain n'est pas très cohérent. Par exemple, si lui avait exploré vers l'ouest, il aurait eu un plateau comme ça. Puis vers le nord, il aurait eu un plateau comme ça. Et puis là, vers le nord, il aurait eu encore un plateau encore comme ça. Vous voyez, là, par exemple, ça fait quelque chose d'un peu chaotique. Autant là-haut, la mer, ça va. Ça prolonge la côte. Mais ici, du coup, on se retrouve avec un lac. Ici aussi, avec un lac, finalement. Enfin, vous voyez, avec une étendue d'eau qui est fermée ici. Alors là, il y a une belle cascade. Mais vous voyez, il n'y a pas de continuité. Là, c'est pareil. Il y a un début d'étendue d'eau, puis finalement, elle est tout de suite fermée. Voilà. Donc bon, ça fait des choses un peu comme ça. Voilà, ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on a de moins en moins dans les jeux, puisqu'ils essayent de trouver des solutions pour que on regroupe les étendues d'eau. Là, on est imposé par cette orientation, alors que maintenant, souvent, quand on dévoile le truc, on nous dit vous la placez de manière à connecter en fait des biomes. Voilà, donc c'est pas très grave, ça fait moins réaliste, ça fait moins joli, mais c'est pas très très grave quand même. Ensuite, donc là, on est quand même dans un jeu où il y a un plateau de jeu. Donc on est sur un véritable 4X, puisqu'on va aller explorer des zones, on va aller exploiter les ressources, on va s'étendre, puisqu'on va aller fonder des villes, et on va exterminer nos adversaires. Donc c'est un vrai 4X, un peu à l'ancienne, mais ça reste un vrai 4X. Ensuite, qu'est-ce qu'on aime dans les jeux de Civ? C'est quand il y a un arbre de progression qui est profond, qui est super intéressant, etc. Et là, c'est le cas. Là, c'est sous forme de pyramide. Donc en fait, on va construire avec nos technologies. Donc on commence avec une technologie tout en bas de la pyramide. Et puis la première technologie qu'on va découvrir, on va la poser à côté. Technologie de niveau 1, par exemple l'agriculture. Une fois que j'ai deux technologies de niveau 1, j'ai le droit de développer une technologie de niveau 2 que je vais placer par-dessus comme ça. Puis il va me falloir à nouveau une technologie de niveau 1 pour pouvoir redévelopper une technologie de niveau 2. Là, j'ai deux technologies de niveau 2, je peux très bien, au prochain tour, si j'ai assez de points de commerce, développer une technologie de niveau 3. Et on va avancer comme ça jusqu'à arriver niveau 4, et puis enfin, la dernière, niveau 5, qui termine la partie sur une victoire scientifique. Et donc ça, c'est très satisfaisant, parce qu'on va se retrouver avec une pyramide qui va faire
minimum 15 cases. Voilà. Ensuite, on va mettre une niveau 3. Une autre niveau 3. Non, ça c'est déjà une niveau 4. Une autre niveau 3. Je vais prendre... Ouais, j'aimerais bien en avoir... Putain, elles sont où les 3? La fonderie, voilà. Pour pouvoir avoir mes 2 de niveau 4 avec la théorie atomique, puis la balistique. Et enfin, je peux aller prendre la conquête de l'espace pour la technologie niveau 5. Donc on est bien sur 5, plus 4, 9, plus 3, 12, plus 2, 14, et la 15e, c'est pour la victoire. Donc ça c'est quand même cool, hein. Ça c'est très sympa, c'est très visuel, c'est très... voilà, on construit nous-mêmes notre pyramide, mais ça, ça a l'inconvénient de son avantage, c'est-à-dire que on va se retrouver avec un jeu dans lequel on a, là vous voyez, j'ai 14 cartes devant moi, et chacune a un effet, et donc on va se retrouver à devoir se rappeler, ou alors à chaque fois reparcourir tout. Par exemple là, mes effets de début de tour. Ok, alors j'ai quoi déjà? Effet de début de tour, hop, je parcours. Ensuite, gestion de la cité. Alors là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Donc vous voyez, là, j'ai celle-là encore. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes qui me permettent d'avoir une action pendant la phase de gestion de cité que je peux utiliser. Donc vous imaginez le casse-tête. Voilà. Et ça, on a un peu le même problème avec Clash of Culture, ces jeux où on a plein de technologies, et en fait on va développer certaines, et il faut à chaque fois se souvenir ou aller regarder ce qu'on a fait. Parce que oui, ça c'est vrai que ça m'apporte ça. Ah oui, ça, machin... ah oui, une fois par bataille, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai ça. Alors il y en a, c'est des one-shots. Mais il y en a, ça va nous apporter des règles en plus. Vous voyez, l'ingénierie, une fois par tour, oui, je peux faire ça. Ça, c'est pendant les batailles. Ça, c'est pendant les déplacements. Bref, casse-tête. Et donc, au bout d'un moment, ça commence à fumer. Et au bout d'un moment, c'est inévitable de dire « Oh putain, tout à l'heure, j'ai fait cette action, j'ai oublié que je pouvais faire ça. » Mais on s'en souvient 3 tours après, quoi. Et donc, voilà, et ça, c'est inévitable. Et donc, c'est là qu'on voit, comme là où ils ont bien travaillé sur une autre nouvelle, où, voilà, les technologies, c'est juste des améliorations de cartes. Voilà, on commence avec nos actions de base, et puis on améliore les cartes, donc on les remplace. Et donc, on a toujours les versions améliorées, les versions à jour de nos technologies, donc on ne peut pas se tromper, puisqu'on va lire à chaque fois la carte de l'action qu'on veut faire. Là, non. Là, ça rajoute des trucs à droite, à gauche. Voilà, c'est compliqué. À ça, vous rajoutez l'effet de votre doctrine, vous rajoutez l'effet de votre gouvernement. Évidemment, il y a l'effet passif de votre civilisation. Bref, il y en a partout, quoi. Il y en a partout, plus les cartes événements culturels, comme là par exemple, nous aimons le jour de la reine. C'est encore un truc que je peux faire pendant la phase de gestion de cité. Bref, voilà, devant nous, on a 10 000 cartes avec des trucs qui dans tous les sens. Et ça, c'est le côté... vous voyez, autant une homme nouvelle, je peux le faire jouer à des gens qui ne sont pas forcément habitués au jeu expert parce que, voilà, c'est fluide. Autant ce jeu-là, je les perds, ces gens-là. Mais c'est comme ça. Par contre, après, il y a plein de choix. Voilà, ça, si on aime se torturer les machins, il y a plein de choix, il y a plein de technologies différentes. Avec les extensions, vous voyez, on a... Là, ma pyramide est terminée. Mais vous voyez tout ce qui reste, tout ce que je n'ai pas pu développer. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, donc, on passe à autre chose. Comment on gère la gestion de ressources dans le jeu? En fait, vous l'avez vu, c'est dans la phase gestion de cité, on peut faire une action qui nous permet de récolter nos ressources, donc on va pouvoir cumuler des jetons de ressources. Et ces ressources, à quoi elles servent? En fait, justement, sur les cartes technologies,
il y a ce qu'on appelle des capacités de ressources. Donc par exemple, quand je développe la monnaie, j'ai la possibilité, donc ça me débloque le marché comme bâtiment, mais ça me donne aussi une action à effectuer pendant la phase de gestion de cité, en échange, en défaussant un jeton ressource d'encens. Et donc pendant cette phase, je peux juste tout simplement défausser mon jeton encens, donc je le remets dans la réserve, et donc ça me fait gagner immédiatement 3 points de culture. Donc en gros, c'est comme si vous voyez l'encens, donc j'ai de l'encens chez moi, ça me donne de la culture, donc j'ai 3 points de culture, donc ça me permet du coup pendant ma phase de gestion de cité d'avancer de 1 au début en dépensant mes 3 cultures, donc de repiocher une carte événement culturel, etc. Donc les cultures, en fait, les ressources, elles sont comme ça. On les récolte pendant une action, et ensuite on les dépense pour faire une action spécifique. Et donc il y a toutes sortes de ressources. Alors, il y a des ressources en plus que les 4 de base, puisqu'il y a la ressource espionnage, mais celle-ci on la trouve que dans les villages et dans les huttes. Il y a aussi l'uranium, ça c'est pareil. C'est une ressource qu'on n'est pas sûr d'avoir, parce qu'il faut tomber sur le village ou la hutte qui nous donne de l'uranium. Donc autant dire que la théorie atomique, si on n'a pas d'uranium, ça ne sert à rien de la développer. Donc voilà comment on gère les ressources. Et ensuite, pour construire les villes et les bâtiments, c'est juste la production qui est directement liée à nos villes, donc dans la périphérie. Donc là, vous voyez par exemple, si je vous rapproche un peu, ma capitale, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 points de production. Et donc c'est ça qu'elle va pouvoir dépenser pour construire un bâtiment ou une armée, etc. Voilà. Les bâtiments spécialisés, bah ça on l'a vu déjà, on l'a un petit peu évoqué. Donc c'est un jeu voilà, où on peut construire des bâtiments pour chaque ville. Donc par exemple, on peut par exemple construire un marché qui va améliorer. Donc en fait le marché, par exemple, je reviens ici. Attendez, je suis un peu trop loin, voilà. Donc pour la construction des bâtiments, on va quand même être limité parce que les bâtiments sont dépendants d'un type de terrain. Donc là, par exemple, ma ville, si je veux construire un marché, je regarde le marché, on peut le construire. Alors, le marché, lui, dans n'importe quel terrain, sauf l'eau. Donc là, il n'y a pas de problème, le marché, je peux le mettre où je veux. Et donc ce marché, je vais le placer dans la périphérie de ma ville et il va remplacer la case par ça. Donc un point de culture, un point de production, un point de commerce. Donc par exemple, là, j'ai une montagne, par exemple, qui me rapporte que 1 de production. Ben, si je construis mon marché ici, cette case va apporter plus. Voilà. Mais sauf qu'il y a des bâtiments qui peuvent être construits que dans les prairies. Comme par exemple le grenier ou la bibliothèque. C'est uniquement dans les prairies. Ben, là, dans ma capitale, la seule case de prairie que j'ai, elle m'apporte comme ressource du blé. Donc j'ai peut-être pas envie de sacrifier mon blé pour mettre un marché. Un grenier. Et donc il faut aussi penser à ça quand on construit les villes, c'est-à-dire que voilà, si je veux faire une université par exemple, parce que moi je veux faire une victoire scientifique, donc je vais avoir besoin de générer beaucoup de points de commerce. Et donc ça c'est la bibliothèque et l'université qui le font, mais eux ils sont uniquement dans les prairies, et donc il faut que j'aille faire une ville à un endroit où je vais avoir au moins une case de prairie pour pouvoir construire ce bâtiment-là. Vous voyez ? Et ensuite, il y a aussi une autre contrainte, c'est qu'il y a certains bâtiments qui ont une étoile. Donc ça, c'est des bâtiments limités, c'est-à-dire que chaque ville peut avoir une seule étoile dans sa périphérie. Donc ça veut dire que si je construis ce marché qui possède une étoile, je ne peux pas dans la même ville construire un temple ou un baraquement ou un chantier naval. Parce que eux, ils ont tous une étoile. Donc à un moment, il va falloir choisir. Donc le temple, c'est plus pour aller sur de la culture. Le marché et la banque, c'est très diversifié. Le baraquement, c'est militaire et commerce. Et le chantier naval, c'est militaire et production. Voilà. Après, vous avez le comptoir commercial qui, lui, peut être construit que dans le désert.
Donc il va apporter de la culture et des points de commerce. Le port et le chantier naval, c'est que dans l'eau. Voilà. L'atelier et la mine de fer, c'est uniquement dans les montagnes. Ça apporte énormément de production, mais c'est uniquement dans les montagnes. Donc ça, il y a quand même un côté sympa où on va chercher à construire nos villes par rapport au terrain, que l'on veut faire. Par exemple, admettons, tout à l'heure j'ai donné l'exemple de la victoire scientifique. Donc il me faut des points de commerce, mais si je vais dans un désert, je peux tout simplement entourer ma ville de comptoirs commerciaux, puisque eux, ils se mettent que dans les déserts, et du coup je vais avoir beaucoup de points de production, beaucoup de points de commerce, et en plus de la culture. Donc ça peut être un bon plan aussi. Enfin bref, voilà, il y a des stratégies comme ça à aller chercher. À noter que les merveilles aussi, les merveilles se construisent autour de la ville, donc vont prendre aussi une case. On peut avoir qu'une merveille par ville, certes, mais quand même ça va sacrifier, parce que les merveilles, elles apportent que de la culture, donc ça va sacrifier d'autres symboles. Donc ça c'est bon à savoir aussi, et elles ne peuvent pas non plus aller dans l'eau, donc voilà. Donc on est quand même limité, donc il va falloir choisir les bons bâtiments. On ne va pas pouvoir mettre partout tout ce qu'on veut, quoi. On en vient maintenant à la guerre. Parce que vous savez que pour moi, un jeu de civilisation sans guerre, c'est du blabla. Quand on nous dit, voilà, nous on a fait un jeu de civ, mais on n'a pas inclus la guerre, donc quand on fait un 3X, bah, je suis désolé, mais la guerre, ça fait partie de l'histoire des civilisations, hein, donc la guerre c'est super important. Donc soit on le simplifie, et ça j'en ai déjà parlé hein, dans la vidéo précédente, on peut le simplifier, hein, c'est pas un problème, ça me dérange pas, mais on doit pouvoir éliminer des choses chez l'adversaire, parce que c'est comme ça, on doit pouvoir lui conquérir du territoire, voilà, repousser nos frontières, etc. La colonisation, je suis désolé, mais encore aujourd'hui, malheureusement, c'est d'actualité. Ça a toujours existé et malheureusement, je ne pensais pas qu'on pourrait dire que ça existera toujours. C'est malheureux, mais ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est de la colonisation. Et on est soi-disant maintenant dans un monde civilisé et ça continue. Donc malheureusement, ça risque de continuer toujours et ça risque de s'aggraver lorsque les ressources rares, comme l'eau par exemple, vont commencer à manquer. Et donc voilà, donc ça, on peut pas dire on fait un jeu de civilisation mais de bisounours quoi. Donc ici comment ça se passe? Donc je vais virer ça. Ici en fait on construit des armées. Donc on peut avoir jusqu'à 6 armées. Et on forme des unités militaires. Donc on commence avec 3 unités militaires, une de chaque type. Et les cartes en fait, donc ça c'est les cartes réactualisées de l'extension, comment elle s'appelle la deuxième? Il y a sagesse et stratégie. L'extension sagesse et stratégie a modifié les cartes. En fait avant, elles avaient toujours 4 niveaux, hein, comme là on commence par le hoplite, puis ça devient un piquier, puis ça devient un fusilier, puis ça devient de l'infanterie mécanisée, donc elle est de plus en plus forte. Mais dans le jeu de base, elles avaient qu'une seule valeur, qui correspondait à la fois à son attaque et à la fois à ses points de vie. Ce qu'ils ont modifié dans l'extension sagesse et stratégie, c'est que maintenant elles ont 2 valeurs. Donc on peut avoir des unités qui tapent fort mais qui sont faibles, qui sont faciles à tuer. Et ensuite, quand elle va améliorer, donc elle va rester comme ça, elle va juste gagner 1 point. Mais on peut avoir, par exemple, ça c'est l'inverse, des unités qui sont robustes, mais par contre qui tapent pas fort. Et ça ajoute de la stratégie parce qu'on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre pour soit one-shot un ennemi, soit juste le terminer parce qu'il a presque plus de santé. Voilà, donc il y a une stratégie à faire. Donc je ne vais pas expliquer en détail comment ça marche les batailles, mais en gros, on va pouvoir avoir, parmi nos forces permanentes, on va en piocher un certain nombre qui vont aller se faire la bataille en fait. Et ensuite, on va opposer
unité contre unité. Donc par exemple, quand moi j'attaque quelqu'un, le défenseur est obligé de jouer sa carte unité en premier. Sauf certaines exceptions, mais on va pas revenir là-dedans. Donc j'ai un avantage, parce que lui va devoir poser une unité. Par exemple, admettons il pose son cavalier, donc il le pose comme ça. Donc il a un cavalier, donc il est unité de niveau 1, parce que là on est au début de partie. Donc cette carte montée, c'est un cavalier, qui a 1 en attaque, et qui a 3 en santé. L'unité de cavalerie, elle a un avantage contre les unités à distance. Les unités à distance ont un avantage contre les unités d'infanterie. Les unités d'infanterie ont un avantage contre les unités montées. C'est un système de Shifumi tout simplement. Donc une fois qu'il a joué, comme j'ai l'avantage de l'attaque, j'ai l'avantage de la surprise, il est obligé de jouer sa carte en premier. Donc il joue la cavalerie. Le cavalier, pardon. Est-ce que c'est vers le bas là? Il m'attaque, il ouvre un front. Donc il a 3 en santé. Donc moi je peux choisir parmi ma main de cartes, qu'est-ce que je peux jouer? Et donc voilà, je vais jouer en fonction de, ben voilà, est-ce que il a 3 en défense? Est-ce que moi j'ai une unité? Alors, il faut que je les mette dans le bon ordre, hein, puisque c'est des unités de niveau 1. Voilà, moi par exemple j'ai l'Hoplite qui attaque à 3, a une défense de 1. Alors que lui, il attaque à 1, il a une défense de 3. Donc là, vous allez me dire, oui, ok, mais en fait, moi je la tue, mais lui, il me tue aussi. Ben, en fait, non, parce que comme mon Hoplite a un avantage contre les unités montées, ben moi, j'affiche mes dégâts en premier. Voilà, donc, je suis capable de la tuer avant que lui puisse me tuer. Donc ça, c'est vraiment le Shifumi. Si par exemple, j'avais pas pu le tuer, il m'aurait mis après ses dégâts, et après on met des blessures sur mon unité pour savoir combien de santé il me reste. Voilà. Mais j'aurais très bien pu ne pas l'attaquer de front, me dire voilà, cette unité elle est trop forte pour moi, je vais ouvrir un autre front. Alors ça ne serait pas très malin, mais je pourrais dire voilà, moi j'ai envie de mettre mon archer ici, j'ouvre un autre front. Et donc lui après c'est à lui de jouer, il a la possibilité soit de venir m'affronter pour essayer de me tuer, soit d'ouvrir encore un autre front. Et une fois que tout le monde a joué ses cartes, ben on regarde ce qui reste comme unité, on compte les blessures, etc. et on détermine qui est le vainqueur. Voilà, tout simplement. Donc il y a un petit jeu dans le jeu qui est vraiment sympa. Savoir qu'après, plus tard, il y a des avions, et les avions, eux, ils ont un avantage contre tout le monde, quoi. Ils peuvent bombarder tout le monde. Donc voilà comment se passent les batailles. Et après, selon le résultat de la bataille, ben on gagne du butin et on tue les armées, etc. ou on prend les villes, etc. Après, il faut savoir que chaque... où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, vous avez les références de bataille. Donc en début de partie, on commence avec une main de bataille de 3 cartes, mais on peut avoir plus de cartes. Donc l'idée, c'est qu'il y a une stratégie, c'est-à-dire de ne pas avoir 10 unités si à chaque bataille tu peux en avoir que 3 en main. Ça sert à rien parce que du coup on va les prendre au hasard et donc on n'aura pas forcément les unités qu'on veut. Donc essayer d'avoir un nombre d'unités égal à peu près, enfin qu'on puisse engager toutes nos unités pour pas diluer nos forces. Et évidemment le mieux c'est d'avoir une grande main et une grande armée, quoi, pour avoir plus de cartes que l'autre. Et après, vous avez plein de bonus qui vont améliorer nos cartes. Voilà, si on a un général avec nous, si on est en défense de ville, si on est machin. Donc après, on calcule tout ça. Voilà. Et à la fin de la bataille, ben, on regarde un peu les pertes, les butins, qu'est-ce qu'on peut piller chez l'autre, etc. Donc c'est très bien foutu, mais ça rallonge un petit peu la partie, puisque à chaque fois qu'il y a une bataille, on va faire ce mini-jeu. Et puis bah, les autres joueurs, sur les deux ça va, mais les autres joueurs du coup ils regardent. Bon, ça va quand même relativement vite, vous avez vu, on pose une carte, chacun son tour. Mais bon voilà, c'est à chaque fois qu'il y a une bataille, c'est comme ça. Même chose si on attaque un village barbare, il y a une bataille qui se déclenche. Donc voilà pour les mécaniques principales des jeux de civilisation qu'on veut absolument dans les jeux. Maintenant il y a les petits bonus, on va dire, comme la gestion du bonheur par exemple. Bon ben là, il y a 0. Voilà. Déjà dans une nouvelle, ils l'ont pas mis.
Là, il avait pas mis non plus, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. Même chose pour la religion. Zéro religion. Ni dans les gouvernements. Non, il n'y a rien qui fait penser de près ou de loin de la religion où on pourrait convertir un autre, où on pourrait... non, ça n'existe pas, ils l'ont pas du tout mis. Le commerce, comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est l'échange qu'on doit faire nous-mêmes, machin, mais sinon il n'y a pas vraiment de notion de commerce vraiment interactif entre les joueurs. Ça, je trouve ça dommage. L'influence culturelle, bon bah, ou même la diplomatie, l'espionnage, tout ça, ça va se jouer en fait avec ces cartes, ces événements culturels qu'on va pouvoir déclencher. Alors il y a un peu de tout, voilà, la défection, voilà. Donc ça, la défection, par exemple, ça c'est voilà, c'est de l'assassinat, on va dire, parce que pendant la phase de déplacement, choisissez une figurine à 4 cases ou moins d'une de vos figurines ou citées et tuez cette figurine. Voilà, cela peut interrompre le déplacement de la figurine. Donc en gros, ça c'est des cartes qui vont rajouter un peu du chaos, qui vont rajouter de l'interaction. Quelqu'un se déplace, dès qu'il est à 4 cases de moi, je peux dire, je joue ma carte, je dis hop, je tue ta truc. Voilà. Mais ça peut être, ouais, il peut y avoir le faussaire. Voilà. Choisissez un autre joueur pendant la phase de début de tour qui doit défausser un pion pièce de mon choix. Voilà, donc le faussaire. L'échange d'idées, on échange, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Le sabotage, voilà. On détruit un bâtiment. Voilà, c'est des petits trucs qui rajoutent un peu de chaos, un peu d'imprévisibilité. Mais voilà, ça reste, c'est pas non plus des gros trucs. Alors après, ça s'ajoute aux actions qu'on a sur les cartes technologie, hein. Par exemple, le mysticisme, si on a un espion, on peut obliger un autre joueur à défausser un pion pièce de son choix. Donc pareil, voilà, il doit y avoir sûrement du vol, des choses comme ça. Mais voilà, c'est des petits trucs à droite à gauche comme ça, mais c'est pas clairement une mécanique mise en place. Alors après, vous avez tout aussi les personnages illustres, donc si on les regarde, vous voyez par exemple Saint François d'Assise, bon ben c'est un saint, mais ce qui nous permet de faire, c'est pendant la phase de gestion de cité, je peux défausser cette carte pour gagner 3 de culture pour chaque figurine d'armée non produite en votre possession. Voilà, donc c'est plus un humaniste, vous voyez, il n'y a pas de notion vraiment de religion. Voilà, donc il y a les inventeurs, les scientifiques. Voilà, Mère Teresa, par exemple, c'est pareil. Mère Teresa, elle est considérée plutôt comme humaniste. En début de tour, une fois par tour, je peux donner un de mes pions pièces à un autre joueur que vous placez sur sa feuille de civilisation. Si vous le faites, avancez gratuitement d'une case sur l'échelle de culture. Ok, donc je peux donner de l'argent à quelqu'un, et moi ça me fait avancer sur ma piste culture. Voilà, Michel-Ange, Laurent de Médicis. Voilà, donc il y a plein de bonhommes comme ça. Il y a des militaires, il y a des scientifiques, il y a des artistes, des marchands, etc. Isaac Newton, ok. Voilà, ça c'est plutôt qui vont nous aider. Bon, il y a un peu de tout, voilà. Donc voilà, on a un peu fait le tour du jeu. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est un jeu qui demande beaucoup plus de concentration qu'une nouvelle, par exemple. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont simplifié, hein, d'ailleurs. Le jeu n'est pas parfait, évidemment. Je trouve qu'il manque plein de petites choses. Mais voilà, c'est une valeur sûre. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on va le situer par rapport à son petit frère. Hein. Et donc là, je vous retrouve devant l'écran d'ordi pour terminer la vidéo avec le verdict. Donc nous voilà de retour. Donc voilà, on a bien parlé du jeu. Maintenant, où est-ce qu'on va le situer par rapport à son petit frère, qui est, je rappelle, ma référence actuellement. Ben écoutez, on a vu quand même qu'il avait beaucoup d'avantages, quelques défauts. Il fait partie des grands jeux de civilisation qui proposent des parties épiques. Même si pour moi, je le trouve légèrement en dessous
de Une Aube Nouvelle, je vais quand même le mettre dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que il propose déjà des choses. Alors il faut pas oublier que c'est un jeu qui a plus de 15 ans. Il propose des choses que ne propose plus Une Aube Nouvelle, comme les combats qui sont un peu plus tactiques par exemple. Il a des dirigeants qui sont, je trouve, plus intéressants, puisque les conditions de victoire sont fixées d'entrée, c'est toujours les mêmes, quelle que soit la partie, c'est pas des objectifs tirés au hasard. Donc du coup, on peut avoir des dirigeants qui sont vraiment orientés pour telle ou telle victoire. Et du coup, ça fait un panel de dirigeants qui est beaucoup plus intéressant que dans Une Aube Nouvelle, qui est, je rappelle, son principal défaut, hein. Son principal défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de dirigeants et que il en manque. Voilà, il en manque. Et ils sont pas assez différents les uns des autres, ils sont pas assez typés. Là, c'est pas le cas. Là, c'est très, voilà, on est plus proche du jeu vidéo en fait, on va dire. Après, bon, il y a des petits défauts, notamment sa complexité, enfin, on va dire son ergonomie qui est un peu fastidieuse au niveau de la mise en place. Voilà, il faut trier les petits jetons. euh, Pareil pour les jetons culture qu'il faut prendre, remettre, prendre, remettre. Voilà, ça c'est des trucs mais parce que c'est un vieux jeu. Mais à part ça, voilà, je rappelle quand même que je le trouve légèrement en dessous. À choisir, si vraiment on a envie de se faire un jeu de civ, on va plutôt partir sur Une Aube Nouvelle. Parce que plus fluide, parce que plus rapide, plus facile à expliquer, moins de cartes et de trucs devant nous qui font que voilà, ça fait obligatoirement on va oublier des choses quand on va faire nos actions. Mais néanmoins, de temps en temps, sortir celui-là, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pourquoi il est au-dessus. Euh, Tous les deux sont des 4X, donc la guerre est incluse dans le jeu. Il y a un plateau avec des tuiles qui se retournent, de l'exploration. Donc voilà, le haut du panier, de toute façon, j'imagine, alors je sais pas encore à l'avance parce que j'ai pas fait le truc à l'avance, mais j'imagine que dans la catégorie A, on va, à mon avis, avoir quasiment que des 4X, quasiment que des jeux qui proposent toutes ces mécaniques-là, je pense. Il pourrait y avoir des exceptions, mais voilà. Peut-être qu'après, plus on va descendre et plus on va perdre une composante. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on va mettre les deux frères en haut et on va voir pour le suivant. Le suivant, je vais probablement le tirer au hasard, mais je vais quand même faire en sorte que ce soit un jeu un peu plus accessible. Pas encore un gros jeu où il faut me rebouffer un livret de règles complet. Donc voilà pour ce deuxième épisode. Les deux civilisations de la franchise Sid Meier's sont tout en haut. On n'en attendait pas moins, évidemment. Ce sont les références en jeu vidéo. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à les dépasser. Donc voilà, à suivre pour le prochain. Et puis on verra. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Euh, je rappelle quand même une fois que c'est avec, que ce soit l'un ou l'autre, avec les extensions. Donc avec Une Aube Nouvelle avec son extension, Civilisation le jeu de plateau avec ses deux extensions. Et je vais toujours considérer les jeux avec l'expérience la plus complète, donc c'est-à-dire avec toujours les extensions, parce que si je dis pas de bêtises, pour chacun des jeux que j'ai en ma possession, j'ai à chaque fois toutes les extensions disponibles, je crois. Donc voilà, c'est au moins on compare à pied d'égalité, parce que s'il manque des extensions, comme vous savez, Une Aube Nouvelle sans l'extension, il vaut pas du tout le coup. Alors que Civilisation le jeu de plateau, si vous n'arrivez pas à trouver l'extension sagesse et stratégie, bon bah le jeu est quand même bien, hein. Vous allez juste, il va juste vous manquer quelques civilisations et puis cette mécanique de combat sur les unités qui a un petit peu changé, mais sinon elle apporte rien de plus, hein. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine. J'espère qu'elle arrivera quand même un peu plus rapidement. Je vais essayer. Allez, ciao.